Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 3 mars 2016. Débutons par cette brève. Le bureau politique national du parti MPN Kishinkasa a convoqué cet après-midi la presse pour une déclaration d'adhésion à l'un des deux candidats pour le second tour de la présidentielle du 20 mars prochain. Seulement, la déclaration a été reportée. On ignore les raisons. Nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Justement, de ces alliances pour le second tour, nous allons en parler avec notre invité, avec nous sur ce plateau. Il s'agit du journaliste indépendant basé à Dakar. C'est un confrère nigérien, M. Seydou Djibril. M. Djibril, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour échanger justement sur ces alliances et mésalliances ainsi que certaines autres questions liées à ce processus électoral en perspective du second tour de la présidentielle prévue le 20 mars prochain. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Cela dit, on est toujours dans l'attente de la proclamation des résultats globaux définitifs du premier tour de l'élection présidentielle qui était couplée aux législatives le 21 février dernier. Ces résultats doivent être proclamés par la Cour constitutionnelle. En principe, c'est demain le dernier délai si l'on s'en tient au chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante qui prévoit le second tour pour le 20 mars prochain. La campagne devant durer 2 semaines. C'est donc le 5 mars que le corps électoral plutôt que la campagne pour ce second tour doit être lancée. Seulement des questions subsistent. Est-ce que si le corps électoral est convoqué pour le 20 mars, donc, est-ce que les délais de 15 jours accordés par la loi portant régime des élections référendaires et législatives au Niger, de 15 jours accordés aux partis politiques et aux candidats à ces élections pour introduire auprès de la Cour constitutionnelle leurs différentes requêtes va être respecté, ce qui a suscité ce commentaire, donc ce reportage plutôt signé Ali Sissé Ibrahim. Le deuxième tour de l'élection présidentielle qui n'a pas été prévu par les socialistes nigériens aura lieu le 20 mars prochain. Cependant, un imbroglio juridique se pose relativement à la convocation du collège électoral qui semble ne pas tenir compte, entre autres, du délai de réclamation envisagé par la loi. Une fois qu'un candidat ou des candidats font des réclamations, dans les 15 jours, parce que au-delà des 15 jours, c'est pas recevable. Donc, pendant les 15 jours là, vous avez le droit de faire. Après, vous ne pouvez plus faire. Si pendant 15 jours, vous n'avez pas fait de réclamation, après c'est fini. Alors, donc si vous faites des réclamations, puisque vous n'êtes pas le seul concerné par les élections, vos adversaires ont aussi le droit de savoir que vous, un candidat ou des candidats ont fait des réclamations et eux aussi doivent pouvoir produire un mémoire. C'est-à-dire qu'ils doivent réagir aux incriminations faites par un ou plusieurs candidats. Donc eux aussi ils ont un délai d'1 semaine pour produire un mémoire et réagir à ça. Donc ça veut dire que normalement le temps de la réclamation plus le temps de réaction des autres, ça fait à peu près 3 semaines. C'est ce que la loi prévoit. Logiquement, ça veut dire que tant que ces délais ne sont pas épuisés, la Cour, objectivement, ne peut pas proclamer les résultats définitifs. Et si les résultats définitifs ne sont pas proclamés, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas convoquer le collège électoral pour un second tour. C'est parce que c'est le résultat définitif qui permet de savoir s'il y a un second tour ou pas. Cependant, selon Moussa Tchangari, pour sortir de cette impasse, un consensus doit prévaloir au niveau de la classe politique. Une situation du reste difficile vu l'état d'esprit des forces en présence. Voilà, ce même sujet sur cette polémique quant à la convocation du corps électoral pour le 20 mars prochain avec le respect du délai de la loi portant régime des élections a suscité ce matin la réaction d'un député national au titre du parti Modern F. Alouman Africa. Il s'agit du député national Nassirou Halidou qui estime que si la Cour proclamait les résultats globaux provisoires définitifs plutôt donc de ce premier tour de la présidentielle couplée au législatif, demain le président de la République serait donc en parjure et il lui demande par conséquent de démissionner. Je propose de suivre le résumé de sa sortie médiatique avec la réaction que cela a suscité au niveau de la majorité dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa.
C'est en principe le 20 mars prochain que les Nigériens seront de nouveau aux urnes pour élire le nouveau président entre le président sortant Issouf Mahamadou et Hama Amadou. À un peu plus de 2 semaines de ce scrutin, des inquiétudes planent quant au respect du délai constitutionnel. L'opposition politique doute de la tenue du scrutin à la date indiquée. La loi 01/2014 prévoit dans une de ses dispositions 15 jours pour la Cour constitutionnelle pour proclamer les résultats définitifs. C'est pour permettre aux partis politiques de faire des réclamations. Et plus loin, cette même loi donne 7 jours francs à la Cour constitutionnelle et aux partis politiques pour formuler, n'est-ce pas, des mémoires. Ce qui fait 21 jours. 29 février, la fin du mois de février, plus 21 jours, ce qui nous amène au 21 mars. Cela veut dire que si la Cour constitutionnelle respecte cette disposition réglementaire, que la loi 01/2014 ne peut proclamer les résultats définitifs que le 21 ou le 23 mars. La CENI, dans sa programmation, n'a pas prévu, comme le candidat du PNDS n'a pas prévu un deuxième tour. Alors, pour ne pas violer ces dispositions réglementaires, en tant que député national, j'ai demandé officiellement la démission du président de la République sortant qui s'est vu donc de l'incapacité d'organiser des élections présidentielles dans des délais constitutionnels. Une idée qui rejette la mouvance pour la renaissance du Niger. L'opposition, dans sa logique, a toujours voulu qu'il y ait un désordre, un dépassement des dates, en tout cas prévues par la Constitution, ou un dépassement donc du mandat du président de la République. Et ils ont toujours tenté, depuis tout le temps. En tout cas, ils n'ont jamais eu ce qu'ils ont voulu pour ce pays. Ils n'ont jamais cru qu'on puisse organiser des élections. Ça a été organisé et tout le monde a apprécié. Ils ont perdu totalement de direction dans leur perte de vitesse et ils ne savent pas sur quelle occasion s'agripper. Et il faut faire attention. Vouloir la démission du président qui vient de travailler pendant ces 5 années-là pour ce pays, qui vient d'organiser les élections au premier tour et qui s'apprête à organiser le second tour des élections dans la transparence, dans la quiétude, avec l'implication de tous les acteurs. Je ne pense pas que ça soit raisonnable. En attendant, les regards sont orientés vers la Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider certains résultats des élections présidentielles à premier tour et législatives dans les jours à venir. Voilà donc, nous allons à présent donner la parole à notre invité, Seydou Djibril, par rapport à cette question du respect des délais. C'est la loi portant régime des élections référendaires et présidentielles dans notre pays qui prévoit que pour les élections présidentielles et législatives, lorsque les résultats globaux provisoires sont transmis à la Cour constitutionnelle, les partis et les candidats ont 15 jours francs pour introduire d'éventuelles réclamations auprès de cette Cour qui doit les examiner. Or, selon des sources, c'est seulement le 29 février que les résultats provisoires ont été transmis à la Cour. Et donc, si l'on s'en tient au 20 mars plutôt, la campagne pour ce second tour de la présidentielle doit s'ouvrir en principe le 5. Or, entre le 29 et le 5 mars, il n'y a pas 15 jours. Alors, quelques commentaires, vous avez suivi certainement le député Nassira Aludou et aussi Moussa Kiangari, acteur de la société civile, sur cette question. Quelques commentaires là-dessus. Est-ce que d'aucuns pensent que ça va être une impasse politique? Est-ce que vous le croyez aussi? Je le crois parce que cela pose un problème juridique évident. Et les délais n'étant pas compressibles, il est difficile d'envisager la tenue d'un second tour pour la date du 20 mars. C'est tellement évident que cela ne devait faire l'objet d'aucune ambiguïté. Mais il faut aussi chercher peut-être les raisons de cet imbroglio, entre guillemets, en amont, parce que vous savez, lorsque la Commission électorale nationale indépendante avait transmis le projet de chronogramme électoral, une polémique a enflé entre, d'une part,
les acteurs politiques au niveau du CNDP, notamment l'opposition et la majorité, mais aussi quelques voix qui se sont élevées au sein de la société civile pour dire que ce chronogramme est quelque peu alambiqué. Alambiqué dans le sens où il ne prenait pas en compte certains délais. Et je doute fort qu'on ne soit aujourd'hui devant une sorte d'impasse à partir du moment où, quand on regarde le chronogramme tel qu'il avait été décliné, c'est comme si dès au départ la tenue d'un second tour n'était pas du tout prévue. Or, incidemment ou évidemment, un second tour est bien possible. Et puis maintenant, il y a tous ces délais qui se posent. Et je pense que pour une fois, ceux qui sont investis de la responsabilité de veiller au respect de ces textes ne vont pas faire preuve de tergiversation pour qu'on ne soit pas là en train de piétiner quotidiennement ou au gré des contingences politiques les lois dont on s'est doté, parce que Rousseau disait à juste titre que l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Voilà, alors, mais là, à qui revient cette responsabilité? Est-ce à la CENI qui a établi ce chronogramme, peut-être sans prendre en compte cette éventualité d'un second tour, ou bien à la Cour constitutionnelle qui doit respecter ce délai de 15 jours, disons même 21 jours, puisque si une formation politique ou un candidat introduit la réclamation, et la Cour doit lui donner encore 7 jours francs. Donc si on additionne les 15 et les 7 jours, ça fait 21 jours. Est-ce qu'elle peut, dans l'entretemps de ces 4 ou 5 jours, c'est-à-dire du 29 février au 4 mars, donc demain, est-ce qu'elle peut examiner tous ces recours, si éventuellement ces recours lui sont formulés, parce que d'autres formations peuvent attendre peut-être après ces dates-là. À qui revient cette responsabilité finalement? Je pense qu'il est de la responsabilité de la Cour constitutionnelle de veiller au respect d'une part de la loi, mais vous savez, il y a eu déjà un premier débat, un antécédent, peut-être qui n'a rien à voir avec ces sujets, mais c'est cette polémique sur le vote par témoignage. Nous avons vu comment on appelle, la manière par laquelle on a fait un peu de contournement ou un peu du cosmétisme juridique pour adopter, finalement, disons même imposer le vote par témoignage, alors même qu'il y a tout un débat autour de ces textes. Oui. Mais je crois que les juristes non passionnés vont nous éclairer dans les jours à venir par rapport à cette situation tout à fait ambiguë. Qui s'impose malheureusement à nous et qui prend en otage les élections pour le second tour. Voilà, alors et si justement la Cour prend cette responsabilité, elle considère ces 15 jours et peut-être les 7 autres jours de plus, maintenant quel sera le sort finalement de cette date, on va dire du chronogramme karma établi par la Commission électorale nationale indépendante? Bon, parce qu'elle a tenu la date du 20 mars en tenant compte d'une autre disposition constitutionnelle qui veut que l'élection présidentielle, le deuxième tour ou le premier, soit tenu au moins 30 jours ou plus 40 jours avant la fin du mandat du président sortant. Je ne vais pas verser dans un juridisme, mais je vais tout juste dire que vous savez, on était parti pour faire des élections premier tour pour une journée, pour un jour. Oui, mais on en a fait sur 2 jours. Oui. Là aussi, il y a tout un débat. Et j'ai déjà entendu certaines voix commencer à s'élever pour justement poser le problème. Et vous savez aussi, quand la loi confère un droit à des sujets de droit, je ne pense pas qu'on puisse se substituer à ces sujets pour déterminer un délai ou leur imposer un délai. Si la loi est partie sur les 15 jours, mais libre à chaque personne concernée de faire son recours tout en étant dans les 15 jours prévus par la loi. Bon, maintenant, je pense que la Cour constitutionnelle est assez, comment on dit, est assez compétente pour
faire en sorte que la loi soit respectée dans toute sa plénitude, pour faire en sorte que la période qui va suivre la tenue du second tour ne soit pas une période de contestation, ne soit pas une période qui va nous amener à aller vers une autre polémique sur la légalité même des élections. Voilà. Merci Seydou Djibril. Comme on dit que le Niger est un laboratoire de démocratie, on va s'attendre peut-être à avoir des solutions à cette situation, comme vous l'avez dit, un peu curieuse. Nous allons à présent parler des alliances à l'occasion de cet entre-tour de ces deux élections, le premier tour et le second tour. Le Parti social-démocrate, le PSD Bassira de Mohamed Ben Omar, a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il est demandé aux militants de cette formation politique de se mobiliser le 20 mars prochain, si donc le second tour se tient à cette date, pour voter pour le candidat du PNDS Taraya, Issoufou Mahamadou, comme d'ailleurs ce fut le cas au premier tour. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Alidou Bourema et Ramatou Barchi. Créé il y a quelques mois de cela, le Parti social-démocrate PSD Bassira de Ben Omar sera représenté à l'Assemblée nationale par des députés élus au scrutin du 21 février 2016. Le bureau exécutif national du parti se félicite de ces résultats et remercie également les militants qui se sont battus pour implanter le parti au plan national. Le 21 février 2016 a vu se dérouler au Niger le premier tour des élections présidentielles, couplé aux élections législatives auxquelles notre parti, le PSD Bassira, s'est présenté avec 3 listes de candidats dans les circonscriptions électorales ordinaires des régions d'Agadez, de Difa et de Zander. Nous, membres du comité exécutif du PSD Bassira, nous félicitons de la tenue de ces 2 scrutins dans une atmosphère relativement détendue et reconnaissable à notre belle tradition sociale d'endurance, de patience, de fraternité et de paix. Nous louons Allah que nous avons constamment invoqué de veiller encore sur notre pays et d'y faire régner sa paix. Nous lui rendons grâce d'habiter les cœurs des citoyens du Niger et de nous guider ensemble et sans cesse sur la voie de sa bénédiction qui demeure la voie de notre salut commun. Le PSD Bassira réaffirme son appartenance à la MRN et demande aux militants de sortir massivement le 20 mars pour voter en faveur du candidat de la MRN, Issoufou Mahamadou. Le comité exécutif du PSD Bassira tient à remercier et féliciter l'ensemble des militants de notre jeune parti pour leur engagement et à toute épreuve et leur sens du sacrifice, toute qualité contenue dans la belle et élégante expression de leur précieux suffrage. S'agissant des élections présidentielles, il est établi que le candidat Mahamadou Issoufou, que le PSD Bassira a soutenu dès au premier tour du scrutin, a obtenu le résultat fort réconfortant de 48,41% qu'il a placé ainsi au premier rang des candidats à liste. Au PSD Bassira, nous nous réjouissons du score honorable réalisé par le président de la République, candidat à sa propre élection. Nous le félicitons et appelons l'ensemble de nos militants à sortir massivement le 20 mars prochain pour voter une fois encore en sa faveur afin de lui assurer une victoire éclatante au deuxième tour et lui permettre du coup de réaliser son ambitieux programme pour le Niger. Le PSD Bassira, dont le président occupe le poste du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, a eu ses 2 sièges de la députation dans la région de Zander. Voilà, donc c'était là le résumé de la déclaration du Parti social-démocrate RSD Gaskia qui demande à ses militants de voter pour le candidat du PNDS Taraya au second tour de l'élection présidentielle prévue, je rappelle, le 20 mars prochain. Djibril, on va aussi parler de ces alliances dans l'entre-deux tours de cette élection présidentielle. On a vu donc le parti de M. Mohamed Ben Omar qui fait déjà partie de la coalition de 40 à 43 partis politiques qui ont soutenu le candidat Issoufou Mahamadou au premier tour de cette élection le 21 février dernier. Il a donc réaffirmé son appartenance et sa position de soutenir le candidat du PNDS Taraya. On a vu également au moins 4 des
13 candidats malheureux à ce premier tour qui ont rallié le camp du président Issoufou Mahamadou pour ce second tour. Et de l'autre côté, il y a la COPA, la coalition pour l'alternance, composée donc des partis de l'opposition, qui est pour le moment qui n'aurait pas enregistré en tout cas officiellement de ralliement d'un candidat ou d'une autre formation politique. Mais relativement à ça, il y a une question qui se pose et qui revient, nous l'avons dit au début de cette édition, c'est la position d'un des candidats justement malheureux de ce premier tour, Ibrahim Yacouba du MPN Kishinkasa. Cet après-midi, une déclaration devait être rendue publique. On ne sait pas pour allier quelqu'un, il y a des explications comme quoi il va rejoindre le camp du président Issoufou Mahamadou ou peut-être la COPA. D'abord, est-ce que vous comprenez cette attitude d'une formation politique qui appelle la presse pour une déclaration et qui avorte finalement? Ça pose véritablement problème. Ça veut dire quelque part que ce parti est indécis encore. Est-ce qu'il a des raisons d'être indécis, puisque on va dire tout est clair à présent? Vous savez, ce sont des incidents qui peuvent arriver. Moi, je ne verse pas dans le catastrophisme. Je vais être un peu conciliant pour dire que peut-être les consultations ou les pourparlers, parce que j'ai vu un communiqué du parti qui dit que les concertations, enfin les pourparlers internes sont en train de se poursuivre. Donc je pense que peut-être qu'ils n'ont pas pu épuiser les discussions en interne. Mais jusqu'à appeler la presse, c'est quand même aller trop, non? Ou bien? Bon, c'est vrai, cette confusion, elle est symptomatique, elle est révélatrice quand même d'une sorte de cafouillage qui s'est emparé de ces partis. Et quand on lit les médias, que ce soit les médias classiques ou les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un certain nombre d'informations qui s'échappent du MPN Kishinkasa, informations qui sont d'ailleurs souvent distillées par des gens qui sont des militants d'un certain niveau du parti. Mais comme je l'avais dit sur une autre tribune, quand on regarde l'ossature de Kishinkasa, nous avons vu que c'est un parti qui est jeune, c'est un parti qui a besoin de se construire, c'est un parti qui a besoin de rester soudé pour prendre la rampe de son développement et affronter avec sérénité les prochaines échéances électorales pour 2021 par exemple. Donc aujourd'hui... Alors dans ce cas de figure, quelle serait la position idéale pour que justement ce parti se construise? Est-ce que ce serait de rallier le camp du président Issoufou Mahamadou ou bien la COPA qu'on estime peut-être qu'il va être à l'opposition? Vous savez, les gens disent qu'on ne doit pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait un choix, mais on peut quand même formuler un certain nombre de commentaires, de critiques par rapport au choix des uns et des autres. C'est vrai, il y a deux candidats qui se sont détachés du lot et qui vont compétir pour le second tour. Mais il n'est pas obligatoire de se positionner en faveur de l'un ou de l'autre des candidats. Il y a, de mon point de vue, une troisième voie qui peut être la voie de l'équidistance. Comme je l'avais dit, c'est d'être équidistant des deux blocs. Comme Kishinkasa a toute la légitimité d'aller avec Issoufou Mahamadou ou avec Mahamadou, avec de toutes les façons le risque de subir un certain effritement ou même pour prendre l'expression qui est très usitée dans ces pays, de se concasser. Mais dans l'un ou l'autre cas, je pense qu'il y a un certain nombre de risques à courir et le parti doit être très méticuleux, très attentif dans son choix. Le choix, ce n'est pas forcément s'allier avec quelqu'un pour des appétits de postes ministériels ou de gagner des marchés jutés ou autres. Non, le choix, c'est de voir à long terme. Parce qu'un parti, il est appelé à survivre aux contingences, à se construire et à
à conquérir, voire exercer le pouvoir. Or, quand on regarde le score de MPN Kishinkasa, relativement à son âge, entre guillemets, j'ai dit que c'est un score exceptionnel. Exceptionnel dans la mesure où beaucoup d'observateurs ne donneraient pas un tel score à un parti créé en décembre 2015. En fait, porté sur les fonds baptismaux en décembre. Alors, mais est-ce que vous arrivez à vous expliquer vous aussi que finalement ce n'est même pas le troisième qui est arrivé à ce premier tour de la présidentielle, comme on dit, le faiseur de roi, qui soit autant courtisé, parce que des deux côtés, même si peut-être on ne l'affiche pas ouvertement, ce parti de Ibrahim Yacoub est courtisé. Oui, vous savez, ces élections sont tout à fait cocasses, singulières. Quand vous parlez de faiseur de roi, je ne pense pas qu'il y en ait. Quand on regarde les scores, parce que on s'en est sorti avec un candidat qui a 48% et le second qui le suit avec moins de 17%. Donc, quand on fait même la sommation, tantôt vous êtes en train de parler de la COPA, même quand vous amusez à faire un peu d'arithmétique, peut-être on dirait que la COPA n'aura pas les voix, enfin le pourcentage qu'il faut pour doper son score au second tour. Mais on est en train d'aller vers des élections où tout est ouvert. Je ne suis pas de ceux qui pensent que préalablement il faut à gagner, et parce que les 48%, ça peut être la conséquence de beaucoup de choses. Et vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent aussi dans la construction de ces taux, qui peut, puisqu'on est encore à un stade de résultat provisoire, donc peut-être qu'il peut se nuancer, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, pourquoi le MPN Kishinkasa s'est fait courtiser? Peut-être c'est quand on regarde son score au législatif. Vous savez que quand vous faites la relation, Kishinkasa a 5 députés, c'est pas rien. Surtout dans un parlement où quasiment le PNDS est archi-dominant, mais aussi quand vous prenez ce que vous appelez tantôt la MRN, il totalise une centaine de députés sur les 171 déjà. Donc le jeu aussi pourrait se faire à ce niveau. Mais permettez-moi de faire un commentaire tout de suite sur ces partis comme le PSD Bassira qui sont en train de faire des déclarations de soutien. Mais rapidement, je dirais que c'est juste une redondance. Je ne pense pas que c'est un peu du spectacle qu'on fait. Ces partis ont déjà soutenu dès le premier tour. Je ne comprends pas que les partis reviennent pour réaffirmer un soutien. On considère que ils sont déjà avec le puisque le président candidat même a dit que c'était une alliance qui était déjà faite dès le premier tour. Voilà, merci, nous allons revenir à vous. Jibril, le temps de poursuivre cette édition avec cette déclaration cet après-midi au siège parlementaire du MNS de Nassara d'un regroupement de jeunes dénommé Jeunesse engagée pour l'alternance en 2016. Il s'agit de jeunes des différentes formations politiques, membres de la COPA, la Coalition pour l'alternance en 2016. Le résumé de la déclaration constitutive de ce regroupement avec Adamou Soumana. Les jeunes militantes et militants des 23 partis membres de la Coalition pour l'alternance politique 2016 se retrouvent ainsi à travers un nouveau cadre dénommé Jeunesse engagée pour l'alternance. Ce cadre se veut avant tout celui d'action démocratique de la jeunesse nigérienne et de rassemblement. La jeunesse engagée pour l'alternance 2016 félicite et salue son Excellence Hama Amadou, prisonnier politique, pour son score honorable et son rang de deuxième à ce premier tour des élections présidentielles, malgré toutes les injustices, les iniquités, le vol de ses voix et la privation de liberté qu'il subit. Pour nous, jeunesse engagée pour l'alternance 2016, et au-delà, pour toute la jeunesse nigérienne, Hama Amadou incarne aujourd'hui les valeurs de courage, d'unité nationale, de résistance et de persévérance indispensables à tout leader qui veut mener le peuple nigérien sur la voie du vrai développement. Hama Amadou incarne David contre Goliath, ce héros que les calculs mesquins et bas,
la force brutale et sauvage prédestinée à perdre, mais dont l'intelligence, l'esprit de justice et le patriotisme finissent par porter à la victoire. Voilà ce qui justifie la création de ce cadre de rassemblement et d'action démocratique de la jeunesse nigérienne en faveur de la candidature de son Excellence Hama Amadou au deuxième tour des élections présidentielles 2016. La jeunesse engagée pour l'alternance 2016 est ouverte à tous les jeunes et groupes de jeunes engagés pour l'alternance en 2016. Cette jeune structure entend ainsi œuvrer inlassablement pour la victoire du candidat de la COPA 2016 au second tour de l'élection présidentielle. Au prochain tour du scrutin présidentiel, nous devons, jeunes et femmes, comme un seul corps, faire barrage à la vague de corruption et d'intimidation qui s'est déversée sur toutes les régions du Niger au premier tour des élections présidentielles et législatives 2016. Pour protéger nos voix, il est donc impérativement nécessaire de s'organiser et de se préparer dans les hameaux, dans les villages et dans les villes à veiller sur la transparence du deuxième tour des présidentielles à venir. Il faut également résister à toute tentative de corruption ou d'achat de vote, d'où qu'elle vienne, au nom de nos sacro-saintes valeurs culturelles nigériennes et du salut de notre peuple. Chers frères et sœurs jeunes, croire que par le fait de la logique mathématique, l'issue de ce deuxième tour des présidentielles 2016 soit déjà connue, c'est ignorer la puissance de Dieu qui élève et qui rabaisse. Mais c'est aussi méconnaître la détermination de la jeunesse nigérienne pour le changement. Ce tout nouveau rassemblement des jeunes, dénommé la jeunesse engagée pour l'alternance 2016, dit apporter son soutien sans faille à tous les leaders de l'opposition nigérienne. La coalition nationale des femmes pour des élections libres et transparentes a rendu cet après-midi son rapport d'observation des opérations de vote du 21 février dernier. Je vous propose de suivre un extrait avec la présidente de cette coalition, Madame Kako Fatouma. La mission d'observation de la CONFET a noté avec satisfaction le calme, la sérénité et la quiétude sociale qui ont prévalu tout au long du déroulement du scrutin. La présence massive des observateurs nationaux et internationaux, une grande affluence des électeurs, en particulier les femmes et les jeunes ayant l'âge de voter devant les bureaux de vote. La présence effective des forces de l'ordre au niveau des bureaux de vote. Cependant, la mission a relevé certaines insuffisances, dont le retard accusé par certains bureaux de vote dû au fait de l'acheminement tardif du matériel électoral, l'insuffisance des bulletins de certains partis politiques aux élections législatives et présidentielles, la non-maîtrise des lois électorales par certains membres du bureau de vote par rapport aux témoignages, aux procurations et à l'authentification des enveloppes et bulletins de vote, la non-maîtrise des rôles des délégués des partis politiques, l'absence d'encre sèche ayant débouché à l'annulation de certains bulletins de vote, des isoloirs non conformes ne garantissant pas le secret de vote. Au vu de tout ce qui précède, la CONFET recommande à la CENI de mettre à la disposition de tous les bureaux de vote à temps le matériel électoral en quantité et en qualité suffisante, de désigner des présidents expérimentés de la CENI régionale et locale, d'intensifier le renforcement des capacités des observateurs nationaux et les acteurs électoraux, de recruter des personnes compétentes au niveau de la CENI régionale et locale sur des critères objectifs, de tout mettre en œuvre pour corriger les imperfections constatées, de renforcer les capacités des membres, acteurs électoraux et les outils à temps, aux partenaires techniques et financiers, d'appuyer les observatoires féminines afin de mener à bien leur mission, aux partis politiques de procéder à un choix judiciaire de leurs délégués de bureau de vote, de renforcer les capacités de leurs représentants,
Enfin, nous saluons la maturité du peuple nigérien et l'exhortons à préserver la quiétude sociale, le calme et la sérénité qui honorent à plus d'un titre notre cher pays, le Niger. La coordination des ONG et associations féminines du Niger, la Congafen, organise depuis ce matin un atelier de formation et de sensibilisation des femmes leaders des partis politiques, des milieux religieux et de la société civile dans le cadre de la prévention de la violence électorale au Niger. C'est donc un atelier de 2 jours dont l'ouverture nous est résumée ici par Chebou Guisso et Ariata Salah. La coordination des ONG et associations féminines du Niger Congafen, à travers cet atelier, voulait promouvoir la paix en cette période électorale, car la paix est une nécessité fonctionnelle et vitale pour toute nation. Le thème est intitulé « Prévention sur les violences électorales ou sécurité électorale ». Ce thème nous interpelle toutes et tous, car cette paix est indispensable dans la vie de toute famille, de toute société et de tout État. Celle-ci, en effet, n'est pas ou plus une question d'actualité, encore moins une question de mode, mais plutôt une nécessité fonctionnelle et vitale pour toute une nation. Je voudrais, pour finir, réitérer l'engagement de la Congafen à toujours œuvrer pour que les femmes nigériennes jouissent pleinement de leurs droits par leur représentativité au niveau des instances décisionnelles dans une société juste et équitable. La Congafen bénéficie d'appui financier de l'USAID à travers le programme Reward pour améliorer les performances en renforcement des capacités des femmes. L'objectif numéro 1 pour Reward, c'est d'assister la CEDEAO depuis son siège à Abuja. Le deuxième, c'est également d'accompagner les processus électoraux dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, qui suit son cycle électoral au cours de l'année 2016. Donc nous sommes là pour appuyer un certain nombre de ces crédibles parmi lesquels nous avons la Congafen, qui a été la première association à être éligible. Nous l'appuyons dans le cadre de la prévention et de la sécurité électorale à hauteur de 50 880 $. Voilà, donc ça c'est un premier pas. Nous l'accompagnons effectivement, c'est-à-dire que jusqu'aux élections locales, pour que nous puissions nous assurer que le Niger a fait des élections transparentes, le Niger a fait des élections paisibles, le Niger a fait des élections libres et apaisées. Cet atelier est organisé à l'intention des femmes leaders des partis politiques, des religieux et de la société civile. La situation sociopolitique du pays et celle des libertés syndicales au centre d'une déclaration cet après-midi de la Confédération nigérienne du travail CNT, une déclaration que nous résument ici nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. 2 coups d'une seule pierre, c'est le caractère revêtu par cette déclaration de la CNT, la Confédération nigérienne du travail. L'examen d'une part de la situation des libertés syndicales et de l'autre celle relative à la politique au Niger. Occasion pour le CNT de faire certaines révélations. Les locaux de la CNT viennent d'être investis par la police en violation des franchises syndicales. En effet, suite à la grève des contrôleurs aériens du Niger, l'ancien médiateur de la République avait entrepris des démarches de conciliation entre l'État du Niger, la SEGNA et le syndicat des contrôleurs aériens, dont les membres se sont toujours acquittés de leurs tâches avec professionnalisme, malgré leur sous-effectif. Non content d'avoir investi le siège de SICAN pendant quelques jours avec un important nombre de forces de l'ordre, telle ne fut notre surprise lorsqu'aux environs de 11h20, au moment où les membres de SICAN attendaient le médiateur de la République, des éléments de la police judiciaire armés jusqu'aux dents, à bord de 3 véhicules, avaient fait irruption dans nos locaux en violation des franchises et sans mandat aucun. Ils avaient fait embarquer une dizaine de camarades qui étaient présents, y compris le secrétaire général adjoint de la CNT. Des faits d'une telle gravité, d'où sa condamnation. Condamne avec fermeté la violation des dites franchises syndicales dans un état de droit.
exige de la direction de la police nationale des excuses publiques pour le tort causé au mouvement syndical nigérien, sans préjudice de poursuite pour ce précédent dangereux. Se réserve le droit de porter plainte contre l'État du Niger au Bureau international du travail BIT pour violation grave des libertés syndicales. La tenue des élections du 21 février également abordée. Le BNCNT se régit de l'organisation des élections législatives et présidentielles. Premier tour du 21 février 2016 dans la quiétude. Malgré la forte mobilisation des citoyens au niveau des bureaux de vote, c'est le lieu de féliciter le peuple nigérien pour sa maturité et son sens élevé de patriotisme. Il est à noter qu'au terme de cette déclaration, le BNCNT a tout d'abord demandé à ses militantes et militants de se mobiliser pour les luttes futures avant de demander au peuple nigérien de cultiver la paix, l'unité nationale et promouvoir les valeurs traditionnelles. De nouveaux cas de méningite enregistrés dans notre pays, mais la situation n'est pas encore faite. Cet après-midi, le secrétaire général du ministère de la Santé publique était face à la presse. Dans cette sortie médiatique, il a annoncé notamment que le ministère a instruit les 8 directions régionales de la santé de transmettre rapidement la situation de cette maladie dans leurs différentes régions. Il a aussi annoncé qu'une campagne de vaccination contre cette maladie est engagée depuis quelque temps. Le résumé avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Michel Deji. Il s'est agi pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique à travers ce point de presse de confirmer que le Niger, à l'instar d'autres pays faisant partie de la ceinture africaine, est confronté en ce moment à des cas de méningite après l'épidémie vécue en 2015. Et des mesures n'ont pas tardé à être prises, a annoncé Dr Idrissa Maïga. Tirant les leçons apprises de la gestion de l'épidémie de 2015, le ministère de la Santé publique a pris un certain nombre de dispositions pour faire face à toute éventualité, car le germe de la méningite est toujours en circulation dans notre pays. Ainsi, des stocks importants de médicaments de prise en charge sont disponibles au niveau des formations sanitaires. Un plan national de préparation de la réponse aux épidémies de méningite 2015-2016 dans lequel la vaccination occupe une place de choix a été élaboré avec l'appui des partenaires. Aussi, dès que les premiers cas ont commencé à être enregistrés, des instructions ont été données pour que le dépistage soit précoce et que les malades soient traités gratuitement dans les formations sanitaires publiques. Parallèlement au traitement, des campagnes de vaccination ont été menées par le ministère de la Santé publique avec l'appui des partenaires dans les centres de santé ayant déclaré des cas. Cette vaccination continue d'ailleurs dans certaines localités. À l'heure actuelle, voici la situation de cette vaccination au niveau des villages en épidémie dans certains districts. Il s'agit de district sanitaire de Kolo, CSI de Kout-Kalé, 5002 personnes vaccinées. District sanitaire de Malbaza, CSI de Sabonga, 12 932 personnes vaccinées. CSI de Kawara, 13 205 personnes vaccinées. CSI de Gonfara, 11 856 personnes vaccinées. Et le district sanitaire de Niamey 2, CSI de Foulankwara, 19 931 personnes vaccinées. La situation est sous contrôle et la campagne de vaccination suit son cours. Occasion également pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique de donner les précisions suivantes. Toutes les personnes ayant été vaccinées l'année passée n'ont pas besoin de se faire vacciner au cours de cette campagne, car les différents types de vaccins utilisés ont une validité de 3 à 7 ans. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a enfin précisé que pour le moment, c'est le méningocoque C qui est le plus en circulation dans le pays et qu'à cet effet, son département ministériel a déjà lancé la commande supplémentaire des vaccins contre cette souche, d'où un vibrant appel à la vigilance à l'endroit des populations pour
pour signaler tout cas suspect partout où il se trouve sur l'étendue du territoire national aux formations sanitaires existantes. Le conseil régional de Niamey a été donc mis en place de la jeunesse. Le conseil régional de la jeunesse de la région de Niamey a été mis en place ce matin au gouvernorat de la région de Niamey. Et c'est M. Aliou Oumarou qui a été porté à la tête de ce conseil régional. Il faut rappeler que Aliou Oumarou est par ailleurs le président sortant du conseil national de la jeunesse. Le résumé dans ce reportage signé Aboubakar Souley et Nasser Dantouf. Après les élections au niveau des arrondissements communaux des bureaux des jeunes, c'est le tour de la région de Niamey de mettre en place son bureau. C'est ainsi devant un huissier de justice, une table de sciences et un collège électoral composé de 15 délégués. Il a été procédé aux élections pour les 13 postes à pourvoir. À l'issue des votes, c'est pratiquement l'ancien bureau qui a été reconduit avec 100% de voix, dont à leur tête le président sortant Aliou Oumarou. La jeunesse nous a encore fait confiance et je pense que c'est une victoire de la jeunesse. Maintenant, en tant que président réélu à la tête de la région de Niamey, mon combat, c'est d'unifier tout le monde, d'aller vers ceux qui ont perdu pour qu'on puisse travailler ensemble parce que le combat, il est commun. Il n'est pas question que nous cédons à la division parce que diviser, c'est d'autres qui vont nous régner. Et je pense que les autres vont nous comprendre et nous vous demandons aussi, vous les médias, de nous accompagner à accomplir cette lourde tâche. Parce que la tâche, elle est difficile. Sans votre accompagnement, on ne s'en sortira pas. Et nous profitons aussi de cette occasion que vous nous offrez pour pardonner tous ceux qui nous ont attaqués à tort ou à raison. Et leur dire que nous leur tendons la main pour qu'on puisse travailler ensemble afin de faire émerger la jeunesse de la région de Niamey. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé à l'installation officielle du bureau. Je voudrais dire aux membres du bureau entrant que leur élection au sein de ce conseil régional est le témoignage de la confiance placée en eux par les uns et les autres et par conséquent, ils doivent tout faire pour mériter cette confiance. À ce titre, ils doivent faire preuve de volonté, de détermination et d'efficacité afin de prôner les nobles idéaux de la jeunesse qui sont unité, paix, développement et justice afin de contribuer positivement au développement du Niger. Le Conseil national de la jeunesse est une institution de l'État qui se veut le creuset où se définit toute la politique nationale de développement de la jeunesse. C'est dire toute l'importance que revêt cette institution pour les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Issoufou Mahamadou, président de la République de l'État, qui ont placé le Conseil national de la jeunesse au même titre que l'Organisation des femmes et autres institutions au centre des politiques et programmes de développement du pays, car ces institutions constituent à n'en point douter des moyens forts pour l'avenir politique et socio-économique du Niger. Il est attendu dans les prochains jours la convocation du collège électoral par le ministère de la Jeunesse pour la mise en place du nouveau bureau national de la jeunesse pour un mandat de 3 ans. Voilà, refermons cette édition avec notre invité Djibril Seydou. Je rappelle qu'il est journaliste indépendant, il est basé à Dakar. Alors Djibril, nous avons parlé donc de cette question du délai relatif à la convocation du corps électoral pour le second tour avec ces problèmes soulevés par l'acteur de la société civile Moussa Kiangari et le député national Nassirou Halidou. Nous avions également parlé de ces alliances. Une autre question pendant cette campagne pour ce deuxième tour, c'est la question un peu de la violence, même verbale peut-être on va dire. On a déjà remarqué sur les réseaux sociaux, donc les nouveaux médias, comme on les appelle, une certaine montée on va dire de l'intolérance, même un certain repli identitaire sur des régions, sur des ethnies. Alors, comment on a vu cela peut-être au cours de la campagne pour le premier tour, mais de façon pas assez flagrante, on va dire. Et cette fois-ci, on a cette tendance, la tendance est en train de monter sur ces replis identitaires, donc tel candidat est de telle ethnie, tel candidat est de telle région, et ça commence véritablement à inquiéter. Jamais élection au Niger en 25 ans d'expérimentation ou d'expérience démocratique, jamais élection, dis-je, n'ont été aussi palpitantes, aussi violentes, aussi répulsives. Et heureusement, les violences verbales ou ces questions de repli ethnique ou régionaliste auxquelles vous faites allusion, heureusement, dis-je,
ce sont des choses entretenues par quelques marginaux, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans les FADA ou au niveau des partis ou autres. Et je dis bien que ce sont des marginaux. Heureusement, ce ne sont pas aussi des gens qui, en tout cas pour ceux qu'on voit qui sont en vue, ce ne sont pas des gens qui sont investis d'une quelconque responsabilité, disons d'une quelconque légitimité pour porter la parole des partis. Ce sont des jeunes généralement qui sont en train de répandre quelque part la défaillance des partis politiques, pour parler de la jeunesse politisée, la défaillance des partis politiques par rapport à la formation politique et civique de leurs militants. Parce que à chaque fois que les partis échouent ou réchignent à travailler, à former des militants qui sont imbus d'un certain nombre de valeurs républicaines et citoyennes, c'est que ce sont ces genres de comportements qu'on va voir. Maintenant, il est de la responsabilité de ceux qui ont des pouvoirs publics de sévir contre ces gens, parce que il ne faut pas que de par l'activisme, j'allais dire rébarbatif de quelques marginaux, on se mette à remettre en cause l'unité nationale qui est quand même quelque chose de très cher pour notre pays. Oui, les pouvoirs publics et peut-être même les formations politiques, parce que tous marginaux qui soient, les formations politiques les laissent faire, comme on dit, alors que ça porte véritablement préjudice à... Oui, justement, oui. C'est pourquoi je dis que cet activisme est révélateur aussi de ces déficits en termes de formation civique et politique au sein des formations politiques. Donc il faut que les partis politiques soient les premiers d'ailleurs à désavouer ces marginaux. Mais cela ne doit pas non plus dédouaner les pouvoirs publics de prendre les dispositions qu'il faut pour que ces gens arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le débat politique ou même citoyen dans ces pays est purement polarisé. C'est-à-dire, c'est soit on est pro-pouvoir ou anti-pouvoir. Alors qu'on n'a pas que ça à débattre dans ces pays. Tout à fait. Il y a des gens qui sont bel et bien, en tant que citoyens, fondés à donner leur lecture de ce qui se passe sans appartenir à l'un ou l'autre des deux camps. Oui, alors mais là, si les pouvoirs publics doivent sévir, on va par exemple prendre le cas parce que c'est généralement là-bas même que ça se passe sur les médias sociaux. La difficulté, c'est ça aussi, comment réprimer. Par exemple, si on le considère comme une infraction, comment réprimer si c'est fait, par exemple, sur un réseau social, Facebook, WhatsApp, parce que c'est malheureusement là-bas que ça se développe. Non, je ne pense pas que cela puisse poser un quelconque problème. Parce qu'il n'y a pas de législation. Non, il n'y a pas de législation quand on parle de presse électronique, mais là, Facebook, c'est comme une place publique. Vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes sur votre page Facebook, de répandre ce genre de discours. Et d'ailleurs, tout le monde peut faire ce qu'on appelle des captures d'écran par rapport à ce genre de propos. Et puis, il faut que les pouvoirs publics soient très regardants sur ce qui est en train de se passer. Parce que quel type de citoyens on veut pour ces pays dans les prochaines années. Voilà. Ce sont ces genres de gens qui sont là en train de s'invectiver à longueur de journée et jusqu'à aller agiter des questions tout à fait tabous dans ces pays. Tout à fait, voilà. Merci Jibril, mais quand même avant de nous quitter, je voudrais qu'en quelques mots, en tant que journaliste, qu'on évoque cette question du débat face à face. C'est l'organe de régulation, c'est ce qu'il a prévu dans une de ses décisions qu'elle a prises pour organiser donc un accès équitable des candidats et des formations politiques à ces élections pendant la campagne. Alors, c'est un débat qui est prévu
concrètement et théoriquement, comment est-ce que vous voyez la réalisation de ce débat avec un candidat emprisonné? On l'a vu déjà au premier tour qui n'a même pas pu présenter son programme politique aux citoyens à travers les médias publics. C'est aussi un autre débat pendant cette campagne pour le second tour. Oui, c'est un débat, mais je pense Qu'est-ce que peut faire le CSC? Le CSC ne peut rien. Parce que vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation de séparation des pouvoirs. J'estime que le Conseil supérieur de la communication était dans son rôle de prévoir ces débats et aussi d'aller dans des échanges épistolaires avec les différents protagonistes. Donc à partir de ce moment, il appartient au CSC de réunir les conditions techniques et matérielles de la tenue de ces débats. Mais il se pose par rapport au candidat Amadou, justement, un problème qui est d'ordre, j'allais dire, judiciaire, puisque malheureusement, Amadou est détenu. Et je ne pense pas que le Conseil supérieur de la communication, malgré toute sa bonne volonté d'organiser, je ne défends pas le CSC, d'ailleurs je ne suis pas là pour ça, mais le CSC, de façon légale, n'a pas de pouvoir. Maintenant, je pense que nous sommes en train d'aller vers la non-tenue de ces débats. À partir du moment où l'un des candidats, en tout cas jusqu'à cette date, n'est pas dans les prédispositions de prendre part malgré sa volonté, parce que Amadou a justement répondu favorablement et a réitéré son désir de participer à ces face-à-face. Donc, je dis que nous risquerons de ne pas avoir ces débats de face à face par rapport à Ama et à Issoufou. Et ce serait bien regrettable parce que quand même beaucoup l'ont attendu. Vous savez, je vais rapidement dire ceci. Le débat, que ça soit, je suis en train de faire une critique en tant que journaliste, que ça soit au premier tour comme au second tour, ça ne me paraît pas d'une certaine valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes dans un pays où, en majorité, les gens s'attendent à voir ces candidats s'exprimer dans des langues nationales, notamment le Hausa ou le Jarma, qui sont quand même les langues les plus parlées. Mais il y a aussi un problème de casting par rapport à la façon dont ces débats s'est fait. Moi, je m'attendais à une sorte de plateau qui réunit la presse nigérienne dans sa diversité et que chaque candidat soit devant un panel de journalistes pour défendre son programme. Mais là encore, c'est malheureusement la responsabilité. C'est un peu monotone et je ne vois pas la valeur ajoutée. Et vous avez vu pour le premier cas, pour le premier tour, c'est comme une formalité. Il y a des candidats, c'est parce que ils ont droit d'aller, ils sont partis. Mais là encore, malheureusement, c'est de la responsabilité du Conseil supérieur de la communication qui l'organise. Merci donc, Djibril Seydou. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant basé à Dakar, au Sénégal. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions de la télévision Labari. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis du début à la fin de cette édition. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Merci.